Bonjour tout le monde, vous êtes sur Saban Live et aujourd'hui on part pour un voyage culturel qui sent la cire chaude, les lumignons qui vacillent et les rues qui s'embrasent de tradition. Direction le 8 décembre. Accrochez-vous, on va passer des processions lumineuses aux fenêtres illuminées, des vierges protectrices au cortège populaire. Allez, on allume les bougies et on embarque. Quand on est stéphanoise, on apprend deux choses très tôt. 1. Le vert, c'est sacré. 2. Lyon, c'est Lyon. Et pourtant, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de leur fête des Lumières. Sans bouger de chez moi, hein, parce que la lumière, ça voyage. Alors, avant les lumignons, les lasers et les foules qui déambulent, il faut remonter un peu dans le temps. Parce que la fête des Lumières, ce n'est pas juste un événement pour faire de jolies photos. C'est une histoire qui commence au Moyen Âge. Oui, on remonte loin. À Lyon, la Vierge Marie est vénérée depuis des siècles. Et en 1643, la ville va carrément se placer sous sa protection. À ce moment-là, le sud de la France est frappé par la peste. Et là, les échevins, les notables, tout le monde se dit « Bon, si on s'en sort, on promet de rendre hommage à la Vierge chaque année. » Un vœu simple, clair, efficace. Comme l'épidémie finit par s'arrêter, les Lyonnais tiennent parole. Chaque année, un cortège part de la cathédrale Saint-Jean, monte jusqu'à Fourvière et offre cierges et écus d'or. C'est ce qu'on appelle le vœu des échevins. Et attention, ça se passe le 8 septembre, pas le 8 décembre. Le 8 septembre, c'est la fête de la Nativité de la Vierge. Et c'est aussi le jour où Lyon lui a été consacré. Maintenant, avançons un peu. En 1850, la ville lance un concours pour créer une statue de la Vierge à installer tout en haut du clocher de la chapelle Saint-Thomas de Fourvière. L'architecte, Dubois, rénove l'église, construit la tour et plusieurs artistes proposent leur projet. C'est finalement Joseph Hugues Fabiche qui remporte la mise, soutenu par quelques notables lyonnais très motivés et validé par le cardinal de Bonald. 2 ans plus tard, en 1852, tout est prêt pour inaugurer la statue. La date choisie, c'est le 8 septembre évidemment. Mais, plot twist, la Saône déborde. La statue n'est pas prête, tout est retardé. Donc on reporte l'inauguration au 8 décembre, jour de l'Immaculée Conception, une fête célébrée depuis le IXe siècle. Les jours qui précèdent l'inauguration, Lyon est en ébullition. Feux de Bengale pour illuminer la statue, feux d'artifice prévus depuis la colline, fanfares dans les rues, et même l'idée d'illuminer les façades comme pour les grandes occasions. Mais le 8 décembre au matin, replot twist, un énorme orage s'abat sur la ville. Plot twist, pour celles qui ne parlent pas anglais, et moi la première, ça veut juste dire rebondissement. Voilà, maintenant, on peut briller en société. Donc, revenons-en à nos moutons. Donc, le 8 décembre au matin, un énorme orage s'abat sur la ville. Sauf que le ciel finit par se dégager. Et les Lyonnais, qui attendaient cette inauguration depuis des mois, n'ont aucune envie de renoncer. Alors, spontanément, ils allument leurs lumignons, les posent sur leurs fenêtres, descendent dans les rues, et quelques feux de Bengale allumés à la hâte éclairent la statue et la chapelle de Notre-Dame de Fourvière. La basilique n'existe pas encore, mais l'émotion, elle, est bien là. Les Lyonnais chantent des cantiques, crient « Vive Marie !» et la ville brille jusque tard dans la nuit. Et c'est ce moment-là, ce geste populaire simple et lumineux, qui deviendra le cœur de la tradition. Ensuite, la tradition continue tranquillement pendant plus d'un siècle. On illumine les fenêtres, on se promène, on admire la ville. Pas de laser, pas de mapping, juste une ville qui brille par ses habitants. Puis arrivent les années 1980. Lyon commence à jouer avec la lumière, à mettre en valeur ses bâtiments, à imaginer des installations artistiques.
Petit à petit, la ville se dit: «Tiens, si on faisait quelque chose de plus grand?» En 1999, c'est officiel. La Fête des Lumières devient un événement à part entière. 4 jours de création, d'œuvres, de projections, de parcours lumineux. La tradition du lumignon reste, mais elle se mélange à l'art contemporain, à la technologie, à l'imaginaire. Chaque année, la ville se transforme en un immense terrain de jeux lumineux. Bellecour, Terreau, Fourvière, Jacobin, République, Célestin, Saint-Jean, Saint-Paul, le parc de la Tête d'Or, etc. Punaise, je connais drôlement bien les quartiers lyonnais. Attention, je file du mauvais coton. Encore 2 vidéos comme ça et je vais finir par dire Gaune ou Gonne, puisque je n'ai pas l'accent lyonnais, sans m'en rendre compte. Sous l'impulsion de Jean-François Surabic, à partir de 2005, la fête prend encore plus d'ampleur. Des artistes du monde entier viennent créer des œuvres à Lyon. La fête devient un rendez-vous international, un vrai laboratoire de lumière. Lyon en profite aussi pour rappeler son lien historique avec la Chine. La soie, évidemment. En 2013, au parc de la Tête d'Or, on voit apparaître des éclairages d'inspiration orientale. En 2016, rue de la République, ce sont les lanternes de Zigong. Et en 2018, à l'Odéon Antique, une création venue de Chine illumine les gradins. En 2007, la Fête des Lumières reçoit même un trophée, celui du meilleur événement grand public 2006. Et côté fréquentation, ça explose. En 2010, 3 millions de visiteurs. En 2012, 4 millions. La fête devient l'un des plus grands rassemblements festifs au monde. À partir de 2021, la fête change un peu de visage. La nouvelle municipalité écologiste pousse pour ouvrir la lumière à d'autres publics. Les enfants, les ados. Le parc Sergent Blandan est investi pour la première fois avec des œuvres pensées pour les plus jeunes. En 2022 et 2023, la Fondation Bulukian accueille des installations autour du handicap. Une année sur l'autisme, l'autre sur les personnes sourdes et ou muettes. Et là, forcément, ça me renvoie à ce que j'écoutais hier sur Radio Nova, l'émission La Dernière. Pour celles qui viennent du futur, l'émission du 7 décembre 2025, où l'invitée était Emmanuelle Laborie. Actrice sourde, militante, directrice de l'International Visual Theatre, IVT. Elle parle de langue des signes, d'accessibilité, de représentation, de femmes en situation de handicap. Et franchement, quand on l'écoute, ça remet les choses en perspective. On réalise que la lumière, ça peut aussi servir à rendre visibles celles et ceux qu'on n'entend pas assez. Je vous mets le lien de l'émission dans la description. En 2022, la fréquentation remonte à 2 millions de visiteurs. Mais l'édition est jugée un peu austère. Certains monuments restent éteints à cause de la crise énergétique et plusieurs installations divisent. En 2023, la fête s'étend en journée, avec des œuvres visibles à la lumière du jour. Et pour la première fois, l'intérieur du théâtre des Célestins est investi. En 2024, pour les 25 ans de la version moderne, 6 œuvres rétrospectives revisitent des créations marquantes et la projection sur la basilique de Fourvière réintègre enfin le programme officiel. Et puis 2025. Cette année, le programme annonce un spectacle de 500 drones lumineux au-dessus du lac du parc de la Tête d'Or et une installation inspirée de Stranger Things sur la place Satonnet. Une ambiance un peu monde parallèle pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la série. Mais l'édition 2025 est aussi critiquée. Moins d'installations, des coupes budgétaires et des lieux historiques comme Bellecour ou les Célestins qui disparaissent du parcours. Alors voilà, la Fête des Lumières, c'est une histoire qui traverse les siècles, qui change, qui s'adapte, qui débat, qui s'illumine, qui s'éteint parfois, comme en 2015 après les attentats du 13 novembre ou en 2020 à cause du Covid. Puis qui repart de plus belle. Une tradition née avec quelques lumignons posés sur des fenêtres et qui aujourd'hui peut faire voler 500 drones au-dessus d'un lac. On a connu les vœux, les crues, les orages, les lasers,
les œuvres engagées, les installations futuristes, les budgets qui fondent, les polémiques qui chauffent. Mais au fond, ce qui reste, c'est toujours la même chose. Des gens qui sortent le soir du 8 décembre pour mettre un peu de lumière dans la nuit. Et même quand on est stéphanoise, oui, j'insiste, on ne peut pas nier que Lyon, quand elle brille, elle fait quelque chose. Un truc qui dépasse les rivalités, les frontières, les goûts, les couleurs. Un truc qui rassemble. Alors, que vous soyez team Lumignon, team Mapping, team je viens juste pour les marrons chauds, ou team je râle mais j'y vais quand même, merci d'avoir traversé cette histoire avec moi. Et pour les curieux, je vous mets la page Wikipédia de la Fête des Lumières en description. C'est ma source principale. Si cette vidéo vous a éclairé, même un tout petit peu, eh bien, mission accomplie. Et si vous voulez soutenir la chaîne, un like, un commentaire, un abonnement. C'est gratuit, c'est rapide et ça fait briller l'algorithme comme un 8 décembre lyonnais ou stéphanois.